Alors bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. La mécanique universelle selon laquelle l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. C'est la théorie que je défends sur le site mécaniqueuniverselle.net. Nous sommes toujours le samedi 24 décembre 2022 et je suis toujours en voyage à travers cet ouvrage. Hegel, l'histoire est un processus menant à la liberté. Apprendre à philosopher. Alors, euh, déjà, je suis désolé de mes jérémiades fréquentes. Ben, je me demande si, voilà, le problème c'est d'être universalisable à présent. Parce que peut-être que Hegel, que Nietzsche, par exemple, parlait un peu de ses maladies, de ses problèmes physiques à ses amis. Et maintenant, le nombre d'oreilles s'est considérablement élargi, en fait. Bon, enfin, il le gardait dans le cadre de, de son, des gens proches de lui. Moi, je, je le répands un peu de façon universelle. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est moi, c'est ma façon de faire les choses. N'hésitez pas à me dire si c'est insupportable, si ça vous insupporte, etc. Mais voilà. Donc, je reprends la lecture et comme je l'ai dit au départ, c'est en lien avec la théorie que je développe, donc selon laquelle l'humanité va vers son ultime perfection, la paix universelle, pour schématiser la paix universelle, et l'extase. Donc c'est une évolution technique, mais pour épanouir une évolution spirituelle, en somme. Voilà. Alors, je reprends la lecture où j'en étais et je digresse en fonction de ce que je découvre. Les époques de transition suscitent l'angoisse de ceux qui les vivent et voient chanceler les traditions de leur certitude et leur certitude qui semblaient si solides. Voilà. Là, il parle, euh, pour l'époque de Hegel, c'était une époque extrêmement euh, progressiste, on va dire. Hein. Il y avait eu la Révolution française, les idées se mettaient en place et il y a des moments comme ça qui sont extrêmement féconds pour l'humanité. Mais globalement, tous les moments sont comme ça. On ne peut pas se sentir privilégié d'être dans un moment, etc. Et bien souvent, les moments de grande évolution comme ça, qu'on pourrait dire de grande évolution, comme cette époque qui faisait suite à la Révolution française, euh, était en même temps le retour, une sorte d'époque de retour à l'ordre avec l'avènement de Napoléon. Euh, et bien souvent, quand il y a un grand progrès, quelque chose qui est un système progressiste intense, c'est difficile pour l'humanité de supporter des progrès trop euh, violents, trop... Voilà, il faut pouvoir, il faut que la société puisse accepter ces évolutions. Euh, et là, on le voit par exemple avec le mouvement La Libération qui s'est faite et qui était une bénédiction des, des sexualités différentes de la généralité, on va dire l'homosexualité, etc., le mouvement LGBT, euh, là, il y a eu beaucoup d'avancées pour le protéger, pour lui permettre de s'émanciper, de vivre normalement, comme voilà, de participer à cette humanité et d'être
d'intégrer la norme de l'humanité. Et évidemment, il y a toujours des mouvements réactionnaires pour qui ça va trop vite et donc ils vont poser des verrous, ils vont bloquer des systèmes d'évolution. Ils vont freiner en fait cette évolution parce qu'en réalité, l'évolution n'est jamais arrêtée. Mais simplement, le mouvement réactionnaire est là pour freiner les envolées trop intenses de l'évolution. Voilà. Mais en parallèle, ces changements poussent à réfléchir, à cesser de prendre pour acquis ce qui relevait autrefois du sens commun et à commencer à s'interroger à propos de tout. Ben, c'est ça, y compris par exemple du mouvement LGBT. Il y a 50 ans ou il y a 100 ans, le monde n'aurait jamais pu admettre une telle évolution. C'était trop tôt, etc. Voilà. Et leur point de vue passait dans le sens commun. Sauf que maintenant, le fait que tout le monde a droit de vivre sa vie, sa sexualité, ses choix, ses choix, et ben ça commence à rentrer dans le sens commun. Voilà, et ça rentrera dans le sens commun de l'humanité. Voilà, c'est de toute manière, et l'humanité doit, elle évolue aussi grâce à un système leader, évidemment. Là, par exemple, en ce moment, l'Occident est leader. Alors, l'Occident est leader, mais malheureusement, ce qui lui manque, c'est la compréhension et l'amour du reste du monde. Parce que s'il avait vraiment une vision bienveillante du reste du monde, ces évolutions, il les ferait de manière plus, plus, plus universalisable, on va dire. Ça serait pas des impositions. Pardon. Ça serait des propositions. Ça serait à travers l'entraide que l'humanité développerait l'ensemble de l'humanité. Elle n'amènerait pas le système démocratique à coup de canon ou à coup d'autoritarisme. Parce que on voit bien le problème de cette forme d'évolution. Maintenant, il est temps de commencer à des évolutions qui soient respectueuses d'autrui et qui proposent, qui aident, où c'est l'entraide qui va vraiment permettre à l'autre de progresser dans les nouveautés que l'humanité découvre et qui sont nécessaires à l'ensemble. Donc voilà. Je continue. Il n'est pas un hasard que l'époque de Socrate, de Platon et d'Aristote ait été l'une des plus fécondes de la culture occidentale, avec celle de Rousseau, de Kant et de Hegel. Voilà, ça c'est intéressant qu'il puisse citer dans ce livre les plus fécondes de la culture occidentale. Alors évidemment, maintenant ça rayonne dans le monde entier, les Socrate, Platon, Aristote, évidemment. Mais c'est important de parler de l'Occident et en même temps on pourrait citer que parallèlement on a retrouvé des mêmes évolutions en Chine, en Inde, dans les pays du monde oriental, etc. Donc, lorsqu'une culture connaît une crise et qu'une autre voit le jour, les penseurs doivent aborder la situation d'une manière plus radicale qu'en période de calme et de consensus. Si ces 6 auteurs ont quelque chose en commun, c'est leur radicalité dans ces diverses significations. Vouloir aller à la racine de nos mots, la racine qui nous définit, vouloir construire à partir de rien, donner un nouveau commencement à la pensée ou même établir les bases d'une nouvelle civilisation. Voilà. Et ça, eh bien,
je le découvre en même temps que je lis hein, les choses. On, j'ai la prétention de croire que justement les idées comme celle de la mécanique universelle, les idées universalistes là, qui datent depuis longtemps hein, évidemment, ces grandes valeurs universelles, maintenant doivent prendre pied dans l'humanité. C'est leur moment. Et c'est comme c'était le moment à l'époque de Kant et de Hegel ou de Rousseau un peu avant, de pouvoir penser que l'humanité devait évoluer, qu'on devait lui donner un petit coup de coude pour lui dire, allez, pour ne pas dire un petit coup de pied, pour lui dire, allez, maintenant, il faut passer sur autre chose. Et donc, les points de vue pré-révolutionnaires, par exemple, comme ceux de Rousseau, ont aidé à la révolution. Ils ont été là pour aider la révolution. Maintenant, il ne s'agit pas de révolution violente comme ça s'est produit précédemment, mais de révolution de conscience, de révolution universelle de conscience. On doit pouvoir commencer à penser le monde dans sa globalité, dans son universalité, et donc passer sur un autre modèle d'évolution au lieu du modèle euh, dominant-dominé, qui est le modèle de nos origines primates, hein, tout simplement. Donc on est maintenant, j'espère qu'on est capable, qu'on peut commencer à être capable d'évoluer sur un modèle pas naturel mais culturel, vraiment, avec la vraie culture de l'humanité, c'est-à-dire les grandes valeurs de l'humanité qui sont tracées depuis longtemps par les grandes spiritualités. L'entraide, la bienveillance, la fraternité, l'amour du prochain, le partage, etc. Le pardon, les ci, les ça, etc. Toutes ces grandes valeurs que les grandes spiritualités ont amenées à l'humanité. On doit pouvoir évoluer sur ce principe-là. Voilà. Et donc, c'est ces modèles qui sont à sponsoriser, à mon sens. Et l'idée de, d'un système politique, d'une idéologie, en somme, qui pourrait être universaliste, universalisable, universelle, ce serait l'idée de symbiose, de symbiotisme, voilà, dont je parle dans les vidéos précédentes. Je vous renvoie à l'écoute de celle-ci. Cette civilisation qui naissait à l'époque de Kant et de Hegel était celle de la modernité réflexive, c'est-à-dire une modernité qui abandonnait l'optimisme de son premier élan pour s'interroger sur les prémices de son propre mouvement. Les Lumières, en marche au XVIIIe siècle, gagnèrent toute la société occidentale, depuis les colonies américaines jusqu'aux monarchies des despotes plus ou moins éclairés comme la Russie ou l'Espagne. Tout l'Occident fut secoué par un mouvement de réforme qui voulait bâtir une société plus juste et organisée de manière plus rationnelle. Voilà. Et aujourd'hui, cette énergie est là dans notre jeunesse et on doit le système des vieux qui tiennent encore le pouvoir, qui est encore basé sur le principe des faucons, donc de la guerre, de soutenir l'effort de guerre, de stimuler l'industrie de guerre, etc., aux dépens, il faut le dire, aux dépens de l'écologie. Donc aujourd'hui, il y a deux gros mouvements qui sont en marche. Le vieux modèle qui veut la guerre, qui veut les trucs comme ça, et les modèles qu'on pourrait appeler Thunberg, voilà, les Greta Thunberg, ces modèles-là, et c'est quand même extraordinaire que l'humanité ait choisi quelqu'un qui est autiste Asperger euh, comme horizon de pensée. Et c'est excellent, c'est génial. Ça veut dire qu'on est dans un mouvement extrêmement de progrès intense. Voilà. Maintenant, ces jeunes-là, alors, c'est toujours pareil, il y aura toujours cet antagonisme évolutif entre le système faucon et le système progressiste, le système réactionnaire qui veut revenir
au Frexit, au Brexit, voilà, qui veut bloquer le système de progression, et puis un système qui veut aller plus vite, encore plus vite, au système universel, parce que c'est un petit peu ça. Ces jeunes qui manifestent pour le climat, maintenant c'est universel. Donc le problème climatique oblige à l'universalité. Voilà. Donc il n'y a pas de hasard dans la progression de l'humanité. Autant que le choléra a obligé les riches à s'occuper des pauvres et à les sortir des taudis parce qu'ils étaient victimes eux-mêmes, à cause de... Voilà, même par égoïsme, ils ont été obligés de faire évoluer les choses. Donc le choléra était un moteur du progrès humain. Donc même notre vision du virus doit être différente. Et on voit l'archaïsme mental de la société encore ancienne qui va dire il faut lutter, c'est notre ennemi, enfin, qui nous montre ce truc-là en guerre contre, etc., qui utilise des mots qui sont les mots idiots, en somme, qui ne comprennent pas le système de l'humanité, qui ne lèvent pas la tête de l'humanité, qui sont là, et on est gouverné par ce vieux modèle, malheureusement. Donc, il y a une nécessité à éclairer les esprits pour qu'on puisse passer ce palier. On est sur un nouveau palier, comme à l'époque de Hegel, de Rousseau, de Hegel, de Kant, etc. Il y a un palier que la pensée est en train de faire émerger. Donc il faut que cette pensée ait de plus en plus d'énergie, de monde qui travaille vers cette universalisation des choses. Et malheureusement, on dirait que la pensée, au moins celle qui passe, la philosophie qui passe dans les médias, là, elle est extrêmement, elle est pas universalisable, hein, elle est pas, elle est, alors certains sont pro-guerre dans les philosophes qui passent, donc ils sont encore pour soutenir un système dominant-dominé, parce qu'ils ont cette mentalité, et puis les autres sont sur un retour au nationalisme, au, à lutter contre des choses qui peuvent même quasiment sembler racistes au fond, et être encore embourbé dans des idées comme ça. Ça paraît incroyable. Bon, bref, je continue. Mais on découvrit bientôt que le progrès moral ne coïncidait pas toujours avec le développement matériel et que les avancées techniques et scientifiques n'étaient pas forcément synonymes de progrès. Les notions mêmes de progrès et de raison qui constituaient le socle de l'optimisme des penseurs de lumière comme Benjamin Franklin ou Voltaire devinrent ainsi une question problématique pour la génération suivante, celle de Hegel. Qu'appelle-t-on, nous, culture? Pourquoi les peuples plus civilisés seraient-ils meilleurs? Et c'est là où ça ne marche pas. À l'époque de Rousseau, il faut le comprendre, et c'est là où on est bien d'accord il faut avoir de la tolérance vis-à-vis de ces pensées qui correspondent à une époque. On peut comprendre que quand la Bible elle a été écrite, il y avait tout un tas d'événements, et donc il y a une partie de la Bible qui est politiquement obsolète maintenant, qui ne correspond plus du tout aux choses. Le fond des grands livres religieux, de la Torah, du Talmud, du Coran, de la Bhagavad Gita, etc., le fond est parfait. Il est immuable, il est spirituel, il est immuable. Mais la forme, sur certaines des formes qui sont liées à des moments politiques bien précis, qui vont dire qu'il faut combattre tel ou tel groupe qui est adversaire, ceux qui ne croient pas, etc., etc. Tout ça, c'est obsolète. Donc, il faut pouvoir dépasser ces mouvements et passer sur un autre modèle. Ça, c'est important. Et là, c'est pareil.
l'idée que les peuples les plus civilisés seraient les meilleurs, mais ça n'a absolument rien à voir. Et au contraire, dans ma théorie, le peuple qui domine l'autre par la violence est forcément inférieur à celui un peuple qui se considère supérieur à, à un autre est forcément inférieur à celui qui va se considérer comme son égal. Voilà. Et donc, quand l'Occident est allé en Amérique, il était supérieur en violence, en cruauté, en méchanceté, en technique, en perversion, en malignité, en vénalité, en tout ce qu'on veut. Et c'est ce qui a fait qu'une poignée de types ont réussi à faire ce qu'ils ont fait en Amérique, etc. Mais ils étaient inférieurs, spirituellement parlant, au peuple qu'ils ont dominé. Et c'est valable pour la colonisation, c'est valable pour tous les mouvements. Ce sont les plus violents qui l'emportent, ce ne sont pas les plus évolués. Ils sont évidemment de, le progrès, euh, les progrès, la civilisation, le fait d'être plus civilisé, c'est pas. Voilà, la bourgeoisie, elle est plus civilisée que le prolétariat. Mais est-ce qu'elle est meilleure humainement parlant? On ne peut pas le dire. Voilà. Donc, c'est vraiment deux choses bien différentes. Rousseau ouvrit un débat toujours d'actualité sur la signification des idées de progrès, de civilisation et de culture. Une grande ville pleine de théâtres est-elle un lieu plus adapté au progrès moral que les montagnes où de petites communautés de bergers vivent selon leurs traditions? Voilà, alors je ne prends pas le même parti que Rousseau, mais c'est là où on voit à quel point c'était un novateur. Ce sont des mecs, et c'est des électrons libres, c'est pas des types qui sortent d'un moule. Ils arrivent là et ils peuvent renverser la table en disant non, 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 ça marche pas comme ça. Voilà. Et ça, c'est très important, justement. Ces idées-là qui, d'un seul coup, vont bouleverser le système de pensée. Donc, cette question avait déjà. Donc, moi, je pense que il n'y a pas de supérieur ou inférieur, et c'est pas le monde naturel dont parlait Rousseau n'est pas supérieur au monde, au monde euh, où il y a du progrès. Il faut les deux, il faut le tout, il faut l'ensemble. L'Occident a amené le progrès, pendant un certain moment, depuis quelque temps, c'est lui qui amène le progrès. Avant, c'était les Égyptiens, ça a été les Grecs, les Hébreux, les Romains, les Perses, etc., etc. Donc, les Chinois, pour ne pas oublier, évidemment, les Hindous, les Japonais, voilà. C'est quelque chose qui tourne et chacun apporte quelque chose à l'humanité. Mais c'est quelque chose de tout à fait universel. Le progrès, il concerne l'ensemble. Donc il faut que, actuellement par exemple, l'Occident amène le progrès technique et l'Orient, le monde traditionnel, le monde musulman, le monde hindou, le monde préserve la spiritualité, par exemple. Voilà. Alors, ça n'empêche pas qu'il faut que les mœurs évoluent, il faut que les progrès sociaux, les progrès d'égalité homme-femme, les progrès d'égalité tout simple, traversent de l'Occident vers l'Inde, de l'Occident vers le monde musulman, etc. Mais nous, on doit accueillir la spiritualité qui est préservée par le monde musulman. On doit accueillir la spiritualité qui est préservée par l'Inde, etc. C'est ça, c'est un partenariat qu'il faut entendre et donc faire tomber le narcissisme. En fait, c'est juste le narcissisme qui est le problème entre les groupes. Donc je continue. Cette question avait déjà été posée
par l'auteur du contrat social à ses compagnons de rédaction de la première encyclopédie en plein siècle des Lumières. C'est alors que survint le romantisme. Dans sa première version, il était lié à l'esprit révolutionnaire des jeunes gens qui lui avaient donné naissance. Des auteurs comme Byron, Shelley, Schiller ou encore Hölderlin, amis de Hegel. Loin de se cantonner à leur rôle de poète, ils étaient également des penseurs engagés dans la construction d'une société nouvelle. Alors là, j'en profite pour glisser ma petite idée aussi. Les poètes, la poésie et la poésie contemporaine aujourd'hui, je vous conseille d'en lire, de vous y intéresser, c'est des penseurs. Il n'y a pas de poète qui n'est pas un penseur en réalité. Ce sont des penseurs, ils travaillent, c'est comme la philosophie, c'est de cette densité-là. C'est même peut-être plus... Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'intuition et donc lié à quelque chose de divin. Enfin bref, voilà, la poésie c'est quelque chose de très important. Il ne se satisfaisait donc d'une société nouvelle, meilleure que la précédente, davantage basée sur la seule raison. Voilà, alors c'était l'époque où la raison était nécessaire, qu'elle soit totalitaire, on va dire, quasiment. Ça a été légitime pour tenir à distance le religieux qui voulait mordre du politique, qui voulait prendre de la place dans quelque chose qui ne le regardait pas forcément. Voilà, qui n'avait pas forcément... donc il fallait que la raison soit dominante. Aujourd'hui, on peut venir avec quelque chose de central où le religieux est présent, mais sans qu'il soit oppressif. Le scientifique, la raison, tout ça doit en même temps être présent, etc. Voilà, qu'on ne soit pas dans une dictature de la laïcité, pas plus que dans une théocratie politique. Ils ne se satisfaisaient pas d'une conception de la raison qui leur paraissait limitée et réductrice, car elle confondait le progrès technique et le progrès moral, et cherchait à dominer la nature, sans comprendre ce que cette domination exigeait en retour. Voilà, c'est pourquoi les peintres, tout ça, dans le romantisme, revenaient à la nature en disant attention, le progrès, là, il est en train de maltraiter la nature. Et c'est là où le système dominant de l'époque, c'est-à-dire le marché à l'époque, n'a pas écouté. Il voulait à tout prix voilà, être comme maître de la nature. Et c'était une erreur. On en paye aujourd'hui les conséquences. Mais c'est légitime. C'était comme ça que ça devait passer. Ça ne pouvait pas se passer autrement. C'était la manière dont l'humanité devait se développer. Elle devait passer par cette époque d'excès. Et qu'aujourd'hui, nous sommes obligés, nous avons commencé, et c'est très important, ça va être un lien universel, le travail sur l'écologie, pour assainir ces choses-là. C'est quelque chose qui nous oblige à l'universel, et les jeunes sont totalement universalisables, et ils y vont, il n'y a aucun problème, ça va avancer très rapidement, qu'ils aient leur groupe mondial, leur groupe d'intervention pour bloquer le système. Ça commence un petit peu pour dire stop, là on n'en veut plus de ce modèle-là que vous nous avez donné. Ce paradigme mettait la nature non pas au service des humains, mais à celui de la machine. Pour les romantiques, notre essence humaine elle-même en pâtissait. Et il a raison. Et malheureusement, quand je viens de lire en pâtisser, ma tête a lu en pâtisserie. Et donc, j'ai faim. Voilà, sur cette note de désespoir, comme on pourrait dire, estomacal, eh bien, je vais arrêter là pour cette vidéo. Voilà, je voudrais bien les faire plus courtes, ces vidéos, pour que vous vous endormiez pas déjà et pour que vous supportiez le cheminement. Mais j'y arrive pas.
J'ai trop de choses à dire. Voilà. Et voilà, je vous remercie en tout cas de votre écoute. À très bientôt. Il y en aura d'autres aujourd'hui. Ça va être une journée de pleine action.